Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Forum Changer d'air. Cette émission préparée et animée par Véronique Angers de Fribert, présidente et fondatrice, organisatrice du Forum Changer d'air. Nous sommes en direct sur les sites du forum changerdair.fr, de bva.fr, du cube.fr et d'agoravox.fr. Merci à BVA, partenaire de cette émission. Merci au Cube de nous accueillir ici à Issy-les-Moulineaux. Et merci à nos partenaires, merci à Triple C, la JD Carré et un air de chat pour leur soutien dans la préparation et leur soutien technique. Alors nous avons voulu cette émission la plus participative possible. Comme à l'accoutumée, nous allons co-construire l'émission avec vos réactions, vos questions sur Twitter, sur le hashtag FCE 2014, mais également sur le chat tout simplement qui est à côté de la vidéo. Vous êtes en train de regarder derrière votre écran. Nous aurons à la fin de l'émission un temps d'échange avec nos invités, un temps d'échange sur lequel nous reviendrons sur ce qu'il s'est passé sur Twitter. Je serai le passeur de vos questions pour nos invités. Et voilà, donc cette émission sera interactive. Laissez-moi vous présenter nos invités. Joël Deronet est scientifique, prospectiviste, conseiller de la présidente d'Univers Science, président exécutif de Biotics International. Joël Deronet est un pionnier de la civilisation de demain, auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont le plus récent, Surfer la vie, aux éditions Les Liens qui libèrent, nous propose une nouvelle approche des relations humaines et de la société d'aujourd'hui pour survivre à la complexité du monde et à son accélération. Notre autre invité ce soir, Gilles Babinet. Gilles Babinet est un serial entrepreneur, en quelque sorte. C'est le premier président du Conseil national du numérique en 2011, nommé Digital Champion par le ministre Fleur Pellerin, et ainsi représentant de la France auprès de la Commission européenne pour les enjeux du numérique. Auteur de L'ère numérique, un nouvel âge de l'humanité, aux éditions Le Passeur. C'est une description très large de notre société numérique qui est en train de changer nos vies à la vitesse grand V. Cette émission est proposée par le Forum Changer d'air qui rassemblera le 5 juin prochain pour sa deuxième édition à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, qui rassemblera des décideurs, des penseurs, des intellectuels, des scientifiques, des jeunes, des vieux, des acteurs de la nouvelle économie sur le thème « Changer ensemble, la co-révolution est en marche ». C'est une journée d'écoute, d'échange, de partage pour co-construire, pour co-créer, pour défier également la morosité ambiante et exprimer une attitude positive pour changer la société et évoluer vers de nouveaux rapports humains. Messieurs, un certain nombre de thèmes vous rassemblent ce soir. Et vous rassemble dans l'absolu d'ailleurs. Nous sommes très honorés, très heureux de vous avoir parmi nous ici. Ce dialogue s'annonce passionnant. Il sera animé par Véronique Angers de Fribert, présidente et fondatrice du Forum Changer d'air, à qui je cède la parole. Merci Éloi, bonsoir Joël Deronet, bonsoir Gilles Babinet. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce débat sur la révolution de l'enseignement par Internet. Alors on parle bien d'une révolution parce que les nouveaux dispositifs et les plateformes de cours en ligne gratuits sur Internet sont en train de démocratiser l'accès au savoir et à la connaissance. Et on parle beaucoup des pays émergents et de cette grande facilité qui leur est donnée avec ces nouveaux dispositifs d'apprentissage, mais pas seulement, puisque même les pays riches sont en train de revoir leur système d'enseignement. Et justement, cela oblige un petit peu la France, notamment, à revoir ses systèmes et à évoluer. Alors, est-ce que la France va s'adapter à cette nouvelle économie de l'éducation ? Et comment pensez-vous qu'elle va survivre dans ce nouvel environnement ? Alors, peut-être je passe la parole à Joël pour commencer, et puis Gilles réagira sur votre réaction. Si tu veux y aller, Gilles, après ton livre magnifique sur le numérique, tu es le bienvenu. J'enchaînerai derrière. Volontiers, merci. Alors, la France a découvert le phénomène des MOOC, tels qu'on les appelle, donc les Massive Online Open Course, qui sont des cours qui sont distribués par Internet relativement tardivement, puisque beaucoup se sont émus du fait que les universités françaises, les grandes écoles, n'abordaient pas ce virage, mais qui reste, somme toute, finalement assez récent, puisque le premier MOOC a été créé en 2011, donc ça ne fait que 3 ans. Ce retard aurait été comblé avec une initiative qui, finalement, est jugée comme assez singulière, puisque la France doit être le seul pays au monde dont c'est l'État, finalement, qui a pris l'initiative de créer une plateforme qui s'appelle
FUN, France Université Numérique, qui utilise une technologie qui est EDX, qui est une technologie open source, initialement portée par Google, et qui centralise des cours qui sont faits principalement par les grandes écoles. Donc c'est la caractéristique française. En ce qui me concerne, je suis gêné que ce soit encore une fois le colbertisme, ce modèle tant décrié qui ait été retenu pour mettre en avant par définition des savoirs qui sont de plus en plus cellulaires. Et même si on peut se féliciter que finalement il y ait une sorte d'éveil à ces notions qui sont essentielles, je crains que ça ne fasse que trop perdurer des systèmes qui, intrinsèquement, à l'ère du numérique, sont dépassés. Moi, je pense que la France a un véritable problème culturel vis-à-vis du numérique et de la systémique en général. Nous avons une pensée cartésienne qui découpe la complexité en éléments plus simples, analytiques, d'où les disciplines universitaires qu'on enseigne séparément. Et face au numérique, qui est en fait un écosystème et non pas un média, beaucoup de Français ont eu du retard, comme tu l'as dit, et d'où la question. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que ce retard, qui est en train de se combler, va conduire véritablement à ce que l'on attend. Pourquoi ? Parce qu'on entend parler d'enseignement par Internet, comme jadis, dans les années 60, on parlait d'enseignement par ordinateur. Or, on n'en est plus du tout là. On est dans un écosystème numérique doté d'outils interdépendants qui sont des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, des blogs, des webcams. Et tout ceci doit reposer sur des systèmes pédagogiques bien pensés pour que l'éducation soit la plus efficiente et la plus efficace possible avec la participation des gens. Et donc le colbertisme dont tu parlais, et tu as raison, ce colbertisme assez pyramidal fait qu'on reste dans le domaine de l'offre, on reste dans le domaine de la proposition. Quel contenu, quelle procédure, quels moyens ? Alors qu'au contraire, on devrait se poser la question de comment faire participer les gens pour qu'ils nous disent ce qu'ils veulent, comment ils le veulent, par quels moyens ils le voudraient, et faire des expériences que l'on pourrait ensuite évaluer. D'où les MOOC, bien sûr, mais les MOOC, j'y reviendrai parce que j'ai quelques critiques récentes sur les MOOC. C'est trop vertical, trop pyramidal, et ça manque d'interactivité et de coaching entre les gens. Mais les gens ont quand même un pouvoir d'innovation, puisqu'ils utilisent un tas de cours en ligne et font part de leurs remarques, des améliorations qu'ils souhaiteraient. Enfin, ils sont en même temps assez décideurs sur le style d'enseignement. Donc, ce n'est pas simplement un système pyramidal avec l'enseignement par Internet. Mais ça, c'est ce qu'ils voudraient. Et c'est assez récent. Quand les MOOC ont commencé, il faut y remonter à 2008, c'est David Cormier qui a créé le terme de Massive Online Open Course. C'est Harvard, MIT, Stanford qui ont été les premiers à proposer des cours d'économie, des cours de management, des cours scientifiques qui ont touché très vite des millions de personnes. Mais c'est grâce à Sebastian Thrun de Udacity et Daphne Koller de Coursera que les choses ont vraiment commencé à changer. D'abord parce que Daphne Koller a eu l'idée de rémunérer le travail qu'elle faisait en rassemblant ses cours, et on pourra expliquer peut-être plus en détail de comment elle fait pour rémunérer les cours en ligne par l'évaluation. Et Sebastian Thrun a eu l'idée de dire il ne suffit pas de se mettre devant un écran d'ordinateur et de recevoir avec un crayon à la main ou une tablette à la main un cours de maths ou un cours de biologie. Il faut aussi que les gens interagissent entre eux, créent des groupes d'apprenants, d'où les liens Facebook, Twitter, MSN, Skype, qui finalement commencent à donner de la chair à tout cet enseignement par les Massive Online Open Course. Et c'est là où on voit l'avenir des MOOC, c'est dans l'interactivité des gens entre eux et l'auto-évaluation des groupes. D'accord. Mais la révolution de l'enseignement, ça pousse quand même le système éducatif français à évoluer. On voit bien que notre système est quand même plutôt adapté au XXe siècle, au XXIe siècle.
Donc ma question, je reviens un petit peu à ma question de départ, c'est est-ce que la France va réussir à repenser complètement son système et envisager quelque chose de plus interactif et de pas forcément, on parle des MOOCs, mais ça peut être peut-être d'autres formes aussi. Gilles, par exemple, vous abordez cette question aussi dans votre livre. Je crois que la vague est tellement haute et forte que la question n'est pas de savoir si la France va réussir ou pas à aborder ce système, mais plutôt quand. Est-ce que le frottement va créer des difficultés ou pas à notre pays. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi, Joël, quand tu dis que les MOOC ont des défauts. Et d'ailleurs, aux États-Unis, actuellement, il y a une vague de MOOC bashing dont on parle beaucoup. Et Sebastian Stern est un des premiers à critiquer le travail qu'il a lui-même fait en disant il y a trop de gens qui sont diplômés dans les MOOC et donc il faudrait qu'on arrive à aller chercher les non-diplômés, etc. Mais finalement, à l'échelle d'une civilisation, je crois que ce sont des défauts de jeunesse et je suis heureux que ça crée des débats. Je pense que le fond, c'est de dire ces notions sont au cœur du débat, c'est-à-dire la participation, l'auto-évaluation, ce qu'on appelle ce phénomène d'éducation inversée. Et je pense que la vague est lancée et elle est irréversible. À l'égard de la France, je pense qu'on pourrait évidemment être très critique, et moi je le suis plus que je ne le devrais. Je pense que évidemment cette nature très caractéristique verticale nous pose beaucoup de problèmes dans cette nouvelle ère qu'est le numérique. Pour autant, je suis certain qu'on bénéficie quand même d'un bon niveau de formation et qu'une autre caractéristique de la France dont on parle moins, c'est sa capacité à résister, mais aussi à changer très vite. On change par crise en France, c'est assez remarquable sur une très longue période de l'histoire. Et là, on sent bien que, je dirais que pour les gens qui sont des grands spécialistes du surf, il y a un moment où quand on commence à être dans la vague, c'est difficile d'aller dans l'autre sens, quoi. On peut faire ce qu'on appelle un kick-out. C'est-à-dire on utilise sa vitesse de descente pour passer par-dessus la vague et prendre celle d'après. Mais je ne suis pas sûr que la France et la culture française soient capables de s'adapter aussi vite à cette révolution. On a parlé tout à l'heure de systémique. Et puisqu'on parle de la France, il me semble que notre culture n'est pas systémique. La culture du pouvoir s'appuie sur l'unidimensionnel et sur le disciplinaire. Tout le pouvoir universitaire est fondé sur un terrain de chasse qu'on connaît bien, qui est sa discipline. Et dès le moment où on commence à faire du pluridisciplinaire, les pouvoirs s'effondrent. Parce qu'il faut faire confiance aux autres, il faut faire confiance au réseau, il faut faire confiance à la transversalité. Et immédiatement, ce qui va primer, c'est l'approche encyclopédique par rapport à l'approche systémique. L'approche encyclopédique, comme le disait Edgar Morin, encyclopédès, c'est faire le tour avec ses pieds. Et faire le tour d'un domaine qu'on balise entièrement, comme une sorte d'immense gratte-ciel avec des tas de pièces balisées, numérotées, étage 27, secteur A, chambre 12. Alors que la systémique, c'est en fait la même chose qu'un point et une sphère. Un point peut devenir une sphère, et la sphère contient la totalité du savoir et des connaissances, à condition de créer les interdépendances. Par exemple, si on prend des domaines multidimensionnels comme l'écologie, l'économie ou la biologie, on a voilà 3 domaines qui ne sont pas des disciplines. Ce sont des domaines intégrés, les Américains appellent ça « integrative disciplines », qui permettent de montrer les interdépendances dynamiques entre tel secteur et tel autre, des feedbacks, des interrelations, des amplifications, des inhibitions. Or, c'est ça qui est important dans la dynamique des systèmes complexes, c'est de comprendre ces inhibitions, ces amplifications pour agir sur elles. Je prends un exemple, l'innovation, dont on nous parle tellement. L'innovation, 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 la clé de la croissance. Bien sûr, c'est bien, mais c'est un mot pour moi qui est déjà dépassé. Ce qui est important, ce n'est pas l'innovation, ce sont les systèmes innovants. Une innovation, c'est quelque chose que l'on identifie après avoir mis un budget sur une case. C'est un système linéaire et séquentiel. Est-ce qu'Internet est une innovation? Je pose souvent la question. Non, c'est un système innovant, parce qu'il est fait de réseaux de communication, de TCP/IP, de bêta-testeurs, de moteurs de recherche, de mails. Le GPS de votre voiture est un système innovant. Donc, c'est cette systémique qui est nécessaire pour faire émerger l'innovation.
Et là, la France a un gros problème, on le voit, il y a des efforts énormes qui sont faits sur l'innovation. Un rapport célèbre de Anne Lauvergeon sur Innovation 2030, les 32 filières de Montebourg sur les secteurs émergents. On y va, mais on continue à se focaliser plutôt sur l'innovation que sur les systèmes innovants. Or, les systèmes innovants, et je termine par ça, nécessitent une approche complètement différente que je résume en 3 mots: catalyse, convergence, émergence. Il s'agit de catalyser ce qui rapproche des secteurs très différents, c'est la multidimensionnalité. Ensuite, une fois qu'on a fait cette catalyse, il s'agit de créer la convergence. C'est ce que fait un bon directeur de recherche dans une entreprise de recherche. Il crée la convergence des tendances. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va voir émerger le système innovant. Et ça, on a du mal en France, encore une fois, à avoir cette attitude, cette culture. On a une culture analytique cartésienne, auguste-comtienne, si j'ose dire, de la classification des disciplines. Il n'y a personne qui me fait ça comme ça, où je trouve qu'il y a tellement d'idées autant concentrées que ça mériterait d'être réécouté 4 fois pour qu'on intègre tout ça. Il y a une autre personne qui fait ça, c'est Jean-Claude Amézem, qui, je me dis, on ne peut pas l'écouter en voiture, sinon c'est très dangereux, quoi. Mais est-ce que les politiques, alors je fais un peu la candide, mais est-ce que nos politiques, même nos chefs d'entreprise, est-ce que tous nos décideurs ont compris aussi les enjeux de ce bouleversement-là? C'est ça que j'aimerais aussi comprendre au sens savoir. étymologique, c'est prendre ensemble, compréhendere. Or, ils ne comprennent pas. Voilà, c'est peut-être là et le d'ailleurs, problème l'article aussi. de Laure Bello, qu'on a tous retweeté récemment, qui Sur est la paru dans Le déconnexion Monde en des élites. décembre, est un excellent article qui s'appelle Les élites dépassées par le numérique. Et d'ailleurs, elle va animer une des tables rondes du Forum Changer d'air d'air 5 juin. Laure Bello a parfaitement compris dans son article que les élites sont dépassées parce que, 1, ils ne comprennent pas, ils ne prennent pas ensemble, on revient à la systémique, et 2, ils veulent exercer un pouvoir. Or, on ne peut pas exercer un pouvoir vertical, comme tu disais tout à l'heure, ou colbertiste, ou pyramidal, dans ce domaine de l'éducation numérique, dans la mesure où les contenus doivent être co-générés, les méthodes d'évaluation doivent être co-traitées, et le sens que l'on donne à sa vie, grâce à ce que l'on vient d'acquérir, ne peut que s'expérimenter et non pas se décider par une note ou un quota. Au-dessus, tu passes, en dessous, tu es recalé. Donc, on est complètement, si je peux me permettre ce terme un peu trivial, à côté de la plaque. D'autant que, Gilles, vous parlez, vous, de la fin des diplômes. Vous avez fait un article très important sur la fin des diplômes. Là, on revient à cette idée de contrôle, de maîtrise, et avec cette émergence d'enseignement par Internet. Est-ce que c'est la fin des diplômes? Enseignement par Internet. Attention, Qu'est-ce que j'ai dit? Véronique, vous reprenez. Je combats la notion d'enseignement par Internet. Éducation? On faut de l'enseignement dans l'écosystème numérique. D'accord. Mais je m'excuse. Oui, c'est une déformation, effectivement. C'est pour moi très important. Ouais. D'accord, je le note. donc, Gilles, ça m'intéresse de vous entendre aussi sur ça, parce que je crois que c'est vraiment important. J'aimerais bien aussi revenir sur cette notion d'enseignement par Internet. D'accord, Parce que oui, je partage ça mérite très largement peut-être, ce point de vue. Mais donc, cet article, c'était un peu une provocation. Il m'arrive d'avoir des gestes de ce que j'appelle la guérilla positive, c'est-à-dire de lancer des idées qui... J'appelle ça la subversion. Voilà. CYB. Tu es un subversionniste. Un subversionniste, voilà. Mais il est vrai qu'il faut bien comprendre que les diplômes ont été créés pour une époque qui était celle de la première et de la deuxième révolution industrielle, et ce sont des gradients qui permettaient aux gens d'être insérés dans l'outil productif. Et on était dans une époque de normes, où on a normé la société, et donc les gens qui étaient arrivés à un certain niveau d'éducation pouvaient rentrer à un certain niveau dans l'entreprise, et les écoles ont été des décalques de l'outil productif, étaient organisés de façon taylorisée, pareil. Et je crois que c'est important de le dire, parce que parfois, les habitudes continuent à perdurer alors qu'elles sont en décalage complet avec la société. Et on rentre dans une société qui devient beaucoup plus plurielle, beaucoup plus hétérogène, et on continue à avoir des systèmes extrêmement normés qui créent beaucoup de frottements, en particulier le fait que les gens ne trouvent pas de travail. Les gens sortent de grandes écoles avec des niveaux d'expertise soi-disant très élevés, et puis ils n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail. Et il me semble qu'on est aujourd'hui arrivé dans un niveau de capillarité du système qui permet d'envisager des choses différentes. Et j'ai, par provocation, et d'ailleurs
les institutionnels me l'ont bien rendu, puisque j'ai pris quelques coups à l'issue de ça. J'ai parlé de l'idée de badge qui pourrait caractériser un peu comme des TD, mais au-delà de ça, pas forcément des savoirs académiques. Et je prenais, je crois, dans cet article l'exemple de plombier, en disant, voilà, vous prenez 2 plombiers, après 2 années dans le monde du travail, ils n'ont pas développé les mêmes compétences. Il y en a un qui est peut-être devenu très bon en soudure, et l'autre très bon, par exemple, en automate électromécanique, informatique, et donc en programmation sur ce genre de choses. Et pourtant, ils sont tous les 2 plombiers. Et on ne sait pas les différencier, le marché du travail ne sait pas les différencier, ils ne savent pas exprimer leurs compétences, et c'est vraiment dommage parce que ça crée des distorsions très importantes, des frottements très importants sur le marché du travail, sur l'expression du savoir, sur la compréhension de ce genre de choses. Et je pense que par exemple ce qu'on appelle la classification ROM, qui est la classification du marché du travail telle qu'elle est connue, n'a plus aucune valeur. Elle est juste, c'est un outil de torture réellement pour tous les gens qui sont en recherche de travail et qui ne peuvent pas s'exprimer comme ils devraient. Et je trouve que là, ce sont ce genre de choses qui méritent vraiment d'être attaquées parce que c'est la norme de notre société qui est une norme totalitaire et qui nous empêche de penser un monde différent. Alors, on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus pratique avec l'intervention de Gilles sur les diplômes et sur la reconnaissance du savoir. Je voudrais être peut-être dans cette lignée pratique, donner des exemples de comment changer et comment faire pour arriver à une coéducation systémique. Je vais employer des grands mots, mais une coéducation systémique dans un écosystème numérique. Je répète, il faut expliquer, là. Une coéducation systémique dans un écosystème numérique. J'ai bien dit coéducation systémique. Alors, je vais vous donner quelques exemples vécus. Un des premiers exemples qui m'a beaucoup frappé, c'est au MIT. J'étais chercheur et enseignant au MIT, à l'Institut de technologie du Massachusetts à Boston, et on avait un programme qui s'appelait USSP. Ça voulait dire Unified Science Study Program, c'est-à-dire un programme des sciences unifiées, où on apprenait la mécanique grâce à la biologie, la mécanique des fluides grâce à l'écoulement du sang dans le corps, et tout était pas mélangé, mais tout était interdépendant, multidimensionnel. Il n'y avait pas un laboratoire de chimie, un laboratoire de travaux pratiques de physique ou d'électronique. Il y avait un dry lab et un wet lab. Le dry lab, c'était tout ce qui était mécanique et électronique, et le wet lab, c'était tout ce qui était chimique et biologique. Donc déjà, il y avait une interdisciplinarité par nature même dans la formation et dans l'enseignement pratique. Le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est ce qu'on fait à Universcience. L'idée de Claudie Aigneret, c'est de créer ce qu'elle appelle l'éducation informelle, à côté de l'éducation formelle dont on a parlé, disciplinaire, matière par matière, examen par examen, saut d'obstacle par saut d'obstacle. Et on a créé le Carrefour numérique 2, qu'on inaugure demain, d'ailleurs. On a créé un Fab Lab, un laboratoire où on fait des objets avec des imprimantes 3D, un Living Lab, un Learning Center. On va créer une cité du jeu vidéo. On a fait une exposition sur le jeu vidéo et on va faire des jeunes créer des jeux sérieux, serious games, c'est-à-dire des jeux où on apprend quelque chose. On ne fait pas que jouer, on peut créer une entreprise, on peut être un entrepreneur. Et la force du jeu sérieux, c'est la force du jeu en général, c'est-à-dire la simulation de la vie. Pourquoi les jeunes sont tellement attachés au jeu, et même les adultes? Parce qu'ils apprennent en jouant. On joue au papa et la maman quand on est petit, et ensuite on joue à se battre, à se bagarrer. Il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a une stratégie. Et c'est ça qui est important dans le jeu, c'est qu'il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a des gagnants, des perdants, des prix éventuellement, et une stratégie. Et la force qui est sous-jacent, c'est l'ordinateur et la tablette et les réseaux, parce que c'est la simulation. On peut dire, qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça? Et c'est la simulation qui permet d'apprendre. Et on en revient à Piaget, qui a été un des grands visionnaires de l'éducation, dans lequel il a dit, on n'apprend que si on refait. Et la simulation permet de faire des hypothèses, de développer une stratégie, de tester sa stratégie et ses hypothèses, et de voir si on a gagné ou si on a perdu. Donc voilà des exemples précis, USSP, l'éducation informelle, les jeux sérieux et la simulation, qui sont des étapes pour aller vers cette éducation systémique dans un écosystème numérique. Donc on apprend à apprendre aussi. On apprend à apprendre. C'est une formule que j'emprunte à Gilles dans votre bouquin. Donc vous expliquez qu'il est important d'apprendre à apprendre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est important de savoir aujourd'hui? C'est la question piège. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Par provocation, encore une fois. Mais je crois que la provocation est nécessaire parce qu'elle permet d'envisager des schémas différents. Et donc,
entre autres, c'est Salman Khan qui dit: est-ce que vous croyez qu'un employeur va vous recruter parce que vous connaissez les tables de multiplication? Salman Khan de la Khan Academy, Khan je Academy, précise. et qui a écrit 2 livres maintenant qui sont vraiment intéressants sur les processus de cognition, etc. Et c'est vrai que moi je crois que est-ce qu'il vaut mieux savoir des choses qu'on a appris dans la douleur ou d'une certaine manière avoir une appétence pour le fait d'apprendre? Et savoir comment faire pour apprendre. Ou trouver aussi l'information. On a les outils, alors c'est ça qui est important. Et je crois que ça rejoint d'ailleurs un des points de Thrun qui dit le problème qu'on a avec les MOOC, c'est que ce sont des gens qui sont déjà très qualifiés et en fait, ils ne sont pas plus brillants que les autres. C'est juste qu'ils savent apprendre et qu'ils ont une confiance dans le fait qu'un truc qui a priori est très élitiste et puis en plus distribué par Internet, qu'ils vont arriver à vivre avec ça. Et ce phénomène-là, je crois que c'est un phénomène qui est très, très consubstantiel au monde de l'Internet. C'est-à-dire que le monde du numérique, c'est un monde où la diffusion des concepts, des idées est très libre et que la notion de jugement critique, de capacité d'avoir des modes de cognition qui sont adaptés à ce qui est présenté est vraiment très important. Et je crois qu'on rentre juste dans ce nouveau champ de la cognition. Il y a un concept dont on parle beaucoup en ce moment que moi je trouve intéressant, c'est la ludification ou encore le learning machine. Et il y a des études qui sont faites actuellement dans des universités sur les processus de cognition et qui disent voilà, on met des électrodes sur les enfants et puis on leur présente sur des tablettes, mais c'est secondaire le fait que ce soit on oublie le fait que ce soit de l'informatique. On leur présente des choses et on regarde comment ils réagissent. Et on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle des patterns cognitifs, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, par exemple, moi je pense que j'ai un déficit d'attention chronique. C'est-à-dire que je suis capable de me concentrer, mais pendant de courtes périodes, et il faut me faire jouer entre ces 2 périodes. Mais je suis capable de me concentrer sans doute assez fort pendant ces courtes périodes. Donc ça, c'est un pattern. Puis il y en a d'autres qui sont plutôt incrémentaux, qui progressent de cette façon-là. Et l'idée de ces scientifiques, c'est de dire, si finalement on est capable de comprendre les processus d'apprentissage de façon personnalisée, eh bien, on sera capable de créer des systèmes qui vont, d'une part, permettre aux enfants d'apprendre plus, mais on sera aussi capable aux enfants de comprendre quelles sont leurs caractéristiques d'apprentissage et potentiellement de les influencer. Et ça, c'est vraiment fantastique. Alors, ils le créent entre eux, ils le créent déjà entre eux, et ce que tu dis qui est très important, c'est l'IRM fonctionnel qui permet de voir les zones du cerveau qui s'allument en fonction de certaines pratiques. Alors, j'ai lu 2 études qui m'ont beaucoup intéressé sur les jeunes, justement, que j'ai tweetées hier et avant-hier. Une étude américaine, une grande étude à Denver University, qui montre que des enfants de 4 à 5 ans sont meilleurs que des étudiants d'université pour résoudre des problèmes complexes quand on les met en face d'un jeu nouveau ou d'un gadget compliqué. Ils sont meilleurs à 4-5 ans. Parce qu'ils n'ont pas la relation de cause à effet. Voilà, d'abstraction. Ils sont tout de suite dans la pratique. Ils ne sont pas déformés, en fait. Ils sont dans la pratique systémique. La seconde étude montre, elle est dans le New York Times d'hier, que ce sont les plus grands créateurs des apps sur Apple Store, sur les smartphones Android ou iOS. Ils ont entre 12 et 16 ans. Il y en a qui ont déjà gagné beaucoup d'argent entre 12 et 16 ans. Donc je pense qu'il y a un réservoir potentiel éducatif chez eux qu'on n'utilise pas assez. Et pour répondre un peu à la question de Véronique sur qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui, moi je répondrai de manière pas évasive, mais finalement assez pratique. Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est la pratique d'usage des outils à notre disposition pour acquérir des connaissances et les marier entre elles et surtout les échanger avec d'autres. Parce que la notion de partage, de générosité et de solidarité, grâce au réseau, est en train d'être un des outils essentiels du savoir et de l'apprentissage. Je pense qu'on est passé de la société de l'information à la société de la recommandation, où les gens se font confiance parce qu'ils se recommandent des bouquins, ils se recommandent des films, ils se recommandent des textes à lire, et ils se font confiance entre eux. Donc cette génération des très très jeunes, la génération des ados, est un réservoir potentiel éducatif extraordinaire non utilisé. Alors, on parle de partage, mais le partage ne va pas se faire quand même qu'en ligne, dans l'écosystème, Internet, etc. Est-ce que l'enseignement en ligne et l'enseignement traditionnel peuvent aussi cohabiter ? Heureusement.
Heureusement, je pense que l'enseignement en ligne est souvent dépassionnalisé, désémotionnalisé. L'important, c'est de partager de l'expérience, de partager de l'émotion. Beaucoup de jeunes qui ne viennent pas à la Cité des Sciences, c'est-à-dire ceux entre 15 et 30 ans, disons, ils viennent quand ils sont plus jeunes avec leurs parents ou leurs profs, ils viennent quand ils sont plus vieux avec leurs grands-parents, plus tard avec leurs enfants. Mais les plus jeunes ne viennent pas parce qu'ils disent « vous préparez des cases toutes faites dans lesquelles il faut que nous rentrions ». Telle exposition commence ici, telle vidéo, appuyez sur tel bouton, regardez ça. Ils disent non, nous, on est dans le live streaming, si vous savez ce que c'est que le live streaming. Le live streaming, c'est ce flux continu d'informations partagées. Nous voulons co-créer notre expérience émotionnelle avec mon groupe comme une sorte de Facebook mobile en allant voir vos expositions. Et donc, nous voulons co-créer notre expérience émotionnelle. Donc, l'émotion, le partage de l'expérience sont essentiels au lieu physique et à la relation entre les gens. Le numérique a des avantages considérables. Le moteur de recherche, bien entendu. On tape un texte d'une phrase entière et on le retrouve tout de suite, le bouquin d'origine. Mais en même temps, c'est ce qui a manqué au MOOC, comme le dit Sébastien et maintenant Daphné Koller. Il manque le coaching, il manque la présence humaine pour faire en sorte que ce que l'on intègre, qu'on ingurgite en numérique, se complémente par un aspect émotionnel. Encore Piaget qui disait on ne retient que s'il y a de l'émotion. Et on avait inventé à l'époque avec Roger Lesgard, à la Cité des Sciences, le ludo-éducatif, en disant qu'il faut qu'il y ait une âme et une émotion pour qu'on puisse vraiment retenir les choses. Donc moi je crois de plus en plus à la relation humaine, au contact humain, comme ici, hein, on est en numérique, on est sur Internet, on est suivi par des gens sur les réseaux devant des écrans. En même temps, on partage une émotion. Je vois la physionomie de Gilles quand il a ses rides autour de ses yeux, quand il y a de l'humour qui va sortir de ce qu'il va dire. Je vois le regard inquiet de Véronique pensant qu'on dépasse le temps. Non, pas du tout. et donc il y a je vois l'assistance, je devine l'assistance. Et donc, la relation humaine sera essentielle dans tout ce monde de l'écosystème numérique, d'où l'importance de la classe sous une forme ou sous une autre, en même temps que l'écran tactile et la tablette. Mais cette émotion, justement, et tout ce qui se passe en ligne, ça peut permettre de réenchanter le monde de l'éducation, parce que le monde de l'éducation ne fait pas tellement rêver, en fait. Les enfants s'ennuient. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles ? Cette émission me déstabilise un peu parce que j'ai du mal à écouter à la fois Joël et à préparer mon propos. C'est assez antagoniste. Mais il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit en filigrane dans les propos de Joël, c'est finalement le numérique, ou plutôt les ordinateurs, ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est cet aspect systémique en réseau que cela permet. Et je crois qu'il faut éviter la fascination pour l'objet, pour la volonté de mettre du numérique dans les classes. Il y a des expériences très décevantes qui ont existé au travers du numérique. En particulier, il y a des expériences à grande échelle dans la Californie où on a mis des tablettes dans les écoles primaires et on a vu la performance scolaire des enfants baisser. Et donc, je crois que si on ne prend pas les choses dans leur ensemble, en disant finalement, on a la possibilité d'avoir des interactions qui ont des formes différentes, on met le processus éducatif et pédagogique en danger. Et voilà. Mais par ailleurs, effectivement, il y a des choses qui sont remarquablement intéressantes. Je crois que je suis intéressé par cette notion de collaboration, qui est encore une fois la nature même du numérique. C'est le fait qu'on peut augmenter les interactions entre les individus, entre les élèves, etc. Et je crois que quelque chose qu'on découvre au travers d'expériences où il y a une nature numérique, c'est le fait que ce processus d'éducation inversée, où c'est finalement l'interaction, l'empathie qui est le principal facteur d'inclusion, entre guillemets. Et il y a beaucoup de gens, de gens qui travaillent sur les pratiques pédagogiques qui disent actuellement, en fait, on peut questionner la notion d'élève doué. C'est très perturbant, en particulier dans le milieu français où cette notion d'élite est importante, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui s'arrêtent sur des petits cailloux.
et puis qui vont en rester là toute leur vie. Et en fait, s'il y a un autre enfant qui les prend par la main, il les emmène, il contourne le caillou, et c'est terminé. Et cet enfant, plus tard, sera peut-être plus doué que l'autre. Et alors, on dit, ok, tout ça, c'est de la poésie pour nous rassurer, etc. Mais objectivement, c'est scientifique. On assiste à ça. Et pour rebondir là-dessus, moi, j'ai pas mal de discussions avec des gens qui me disent, mais en fait, et je crois que c'est un propos qui ne sera pas apprécié par tous, mais le système scolaire tel qu'on l'a conçu, tel qu'on l'a construit, il détruit les enfants. Il détruit les enfants. Et je sais qu'encore une fois, c'est un propos qui sera mal perçu, mais quand on voit les niveaux d'abstraction, de cognition qui existent chez des nourrissons, pour ainsi dire, hein, je veux dire, si on imaginait le fait d'apprendre à marcher, par exemple, d'essayer de créer un processus pédagogique tel qu'il existe actuellement à l'école, on va dire, bon alors, tu vas te mettre en équilibre et puis tu vas lancer ton genou droit et tu vas avancer le pied, tu vas avancer le talon. On n'y arriverait pas, on serait incapable de faire ça. Et malgré tout, ce système qui est quand même d'une complexité absolument incroyable, quand on voit les zones du cerveau qui sont activées pour réussir à faire ça, eh ben, les enfants y arrivent, ils apprennent le langage qui est une chose d'une complexité incroyable, la façon dont on va conceptualiser le langage, etc., c'est des choses qui sont absolument extraordinaires, eh bien on y arrive. Et on va perdre cette courbe d'apprentissage, va tendre vers le bas. Et donc, je crois que le propos de ce que tu as dit, c'est de dire, finalement, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, plutôt que, encore une fois, je sais que ce sont des mots qui sont des provocations, mais de détruire finalement les gens, on puisse réussir à les construire. Alors justement, je voudrais essayer de prendre un aspect positif. Je suis d'accord avec ton aspect provocateur de destruction, mais tu as prononcé un mot très important tout à l'heure d'interaction. Et je voudrais revenir dessus. Je dis que pour donner du sens, il ne suffit pas simplement d'injecter des informations que l'on reçoit, que l'on assimile ou pas. Pour être capable de donner du sens, il faut créer ce que j'appelle l'intercréativité. Déjà, l'interactivité, ça a permis, par la rapidité du feedback, de dire « je veux faire ça, j'appuie sur un bouton, j'ai le résultat ». Alors qu'il fallait, dans un laboratoire, par l'expérience, beaucoup plus de temps. L'interactivité, ça a été une révolution dans des musées comme la Cité des Sciences ou le Palais de la Découverte et d'autres musées dans le monde. Mais l'intercréativité, c'est encore plus important. Pourquoi ? Parce que l'intercréativité conduit à un objectif. Les Américains ont un mot très fort pour ça. Et moi, je l'ai vécu comme patron d'équipe de recherche à Pasteur pendant 10 ans. Les Américains font une grande différence entre system analysis et system design. C'est très différent. Le système analysis, c'est le découpage d'un système complexe en éléments plus simples pour comprendre les interdépendances entre les éléments et comprendre la dynamique du système. Alors que système design, le design, ce n'est pas le dessin, le design au sens français de faire des beaux objets. Le design, c'est la conception contrôlée pour arriver à quelque chose en commun. Un système design est ce qu'on a toujours cherché à faire, nous, dans nos équipes de recherche scientifique, où il y a quelqu'un qui est un physicien, quelqu'un est un mathématicien, quelqu'un est un biologiste, un autre est un spécialiste des spectromètres de masse, un autre est spécialiste du séquençage de l'ADN. Et pourtant, comme un orchestre où chacun joue sa partition, l'objectif, c'est le système design. C'est de concevoir un projet qui puisse permettre une publication qui sera une publication originale par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Donc, c'est l'intercréativité de cette équipe de recherche qui va créer le sens de la participation et l'envie de continuer. Et je pense que c'est ça qu'il faut que nous arrivions à faire dans nos systèmes pédagogiques, c'est de créer l'intercréativité pour que les gens se sentent investis d'un objectif à parvenir en commun. Et c'est ça qui donne l'envie de continuer. On en revient aux 4 mots de tout à l'heure, comprendre, vouloir, aimer, construire. Intercréativité, système design et sens attaché aux choses. Vous voulez réagir, Gilles ? Non, effectivement, c'est une notion qui est importante. Je pense que les systèmes de cognition, pour revenir à ça, sont extrêmement divers et on n'en a pas le début du commencement d'une idée de comment ça va fonctionner. Et ce qui est important, ça n'est pas tant d'avoir des aboutissements finis, mais c'est d'avoir des systèmes qui permettent de créer de l'ouverture. Et je crois que... Enfin, moi, j'ai une expérience qui m'est chère et je crois qu'elle mérite d'être contée ici. Donc, moi, j'ai une certaine proximité avec un think tank qui s'appelle l'Institut Montagne et qui a considéré que la cause la plus importante qui puisse exister
dans la politique publique, c'était celle de l'éducation. Et donc, qui a incubé en son sein une association qui s'appelle Agir pour l'école. Et Agir pour l'école, a cherché à avoir une approche scientifique des processus d'éducation, qui sont, en soi, ça paraît être une évidence, mais ça ne l'est pas, parce qu'il faut savoir que la réflexion à l'égard de l'éducation, particulièrement en France, procède de l'idéologie. Idéologie qui elle-même est une espèce de queue de comète du conflit qui existe de façon séculaire entre le système d'éducation catholique et puis l'école laïque qui a été créée donc, au XIXe siècle. Et aujourd'hui, les crispations qui empêchent d'avoir une approche rationnelle découlent de ça. Il faut quand même l'avoir à l'esprit. Et au sein de l'Institut de Agir pour l'école, il y a un protocole qui a été créé qui consiste, d'ailleurs, qui utilise des tablettes et qui consiste à essayer de voir finalement quels sont des blocages assez simples qui existent, notamment dans l'apprentissage du langage et la compréhension de la lecture et de l'écriture. Et il y a une expérience qui est incroyable, que je trouve incroyable, qui a été faite, qui est, on a fait un design d'une maquette et on a réussi à, au travers de ce design, démontrer que les problèmes de dyslexie, qui sont à peu près, on situe aux alentours de 15% dans la population des enfants, c'est beaucoup, c'est une cause majeure d'échec scolaire en particulier, en mettant des systèmes de cognition qui associent la visualisation du mot avec sa prononciation et son écoute. En faisant ça, on divise le taux de dyslexie d'un facteur 10. C'est dément, hein, c'est incroyable. Et en fait, on voit qu'on est capable, en ayant une approche scientifique, de résoudre des petits problèmes comme ça, mais qui sont ô combien fondamentaux. On va devoir passer aux questions toutes là. J'avais quand même envie de citer Platon pour terminer, parce que j'avais une question pour vous suite à cela. Donc Platon disait l'éducation est la gymnastique pour le corps et la musique pour l'âme. Alors est-ce que l'éducation est plutôt un art ou une science ? Je pense que l'enseignant doit aussi être un artiste, d'une certaine manière. Parce qu'un artiste, c'est un créateur musical ou en art plastique, et de faire du tout nouveau. Or, si le professeur ou l'enseignant se répète de manière totalement mécanique, en refaisant son cours le même chaque année, il doit créer un cours nouveau d'une certaine manière, il doit avoir de l'originalité, pour pouvoir intéresser ses élèves et leur faire aller encore un peu plus loin. Et j'ai souvent dit que le bon prof, c'est à la fois un médiateur, un catalyseur. Un médiateur parce qu'il ne parle pas à la moyenne de la classe, mais il parle aussi bien à la diversité de la classe, entre ceux qui sont plus en avance, ceux qui sont en retard, alors que notre système éducatif français, malheureusement, cherche à aplatir. C'est un catalyseur, parce que qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur en biologie ou en chimie ? C'est un élément qui permet de rassembler des éléments épars, qui leur permet de réagir plus vite que s'ils avaient été séparés. Mais aussi, je l'ai dit souvent, c'est un pasteur et un passeur. Un pasteur parce qu'il rassemble autour de lui des brebis égarées, des moutons noirs, appelez ça comme vous voulez, comme le pasteur. Mais en même temps, c'est un passeur, au sens de passer dans un labyrinthe pour aider à trouver la lumière au bout et comprendre les choses par le chemin. Le chemin se construit en marchant, Machado. Et donc, comprendre par le labyrinthe, c'est aussi un moyen de comprendre. Donc, c'est tout ça, un prof. Et les profs qui nous ont tous marqués, les bons profs, sont ceux qui nous ont fait cheminer dans le labyrinthe pour trouver notre chemin nous-mêmes. Et donc, encore une fois, donner du sens à ce que nous faisions. Et en ce sens, le prof, oui, c'est un artiste. Gilles, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je crois qu'il y a une sorte de tendance actuellement à parler de, peut-être pas de transhumanisme, mais de transmécanisme. C'est-à-dire de dire les machines sont tellement supérieures aux humains que cette espèce d'ersatz qui nous a encombrés si longtemps, on va pouvoir s'en séparer. Et évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là, et je suis d'accord avec ce que dit Joël. Et ce que je crois qu'on observe, et qu'il ne faut pas nier d'ailleurs, c'est une alliance optimale qui pourrait avoir lieu entre l'homme et la machine, où la machine réussit à détecter des choses qui sont par exemple du domaine des statistiques, par exemple ces histoires de patterns, différencier des enfants et trouver les patterns qui leur conviennent le plus,
Je pense que la machine est plus efficace quand vous avez 20 gamins turbulents en face de vous. La machine peut faire ce genre de choses, c'est avoir des processus asynchrones. Mais ce que dit Sugata Mitra, qui est un chercheur que je cite dans mon livre, c'est qu'il dit le plus important dans le processus, c'est the grandmother. Il a mis cette expérience extraordinaire, Hole in the Hole, en Inde, et puis il a mis une grand-mère et il lui a dit vous comprenez rien à la biologie ou à l'anglais ou à je ne sais quoi, la seule chose que je vous demande, c'est d'encourager les enfants. C'est la seule chose que je vous demande. Et particulièrement ceux qui ont l'air un petit peu perdus, etc. Et il s'est beaucoup attaché au rôle qu'aurait cette grand-mère. Donc ça montre bien cette notion essentielle de l'empathie dans ce phénomène d'apprentissage. Merci beaucoup. Éloi, je te laisse internautes, envoyer tes questions. On a encore un petit quart d'heure. Hein. Avec les twittos, et donc je succède à Platon. C'est un grand honneur. Messieurs, donc le jeu est simple, des questions courtes, 140 signes maximum, des réponses qui peuvent être un tout petit peu plus longues, mais voilà, ça va être le jeu du ping-pong. J'ai une question de Hélène sur Twitter. Si je suis un MOOC, qui me dit que les employeurs comprendront ce que c'est ? Les employeurs ne comprendront pas ce que c'est. D'abord, c'est en anglais et les Français ne parlent pas anglais. Il y a 20% des patrons d'entreprise qui parlent anglais. Massive Online Open Course, que les gens confondent d'ailleurs avec les MOOC, qui sont les Massive Online Open Games, ou les MOOC, qui sont des magazines book. Donc, en fait, il ne s'agit pas de s'attarder aux mots. Il faut comprendre que ça veut dire que des gens, quand ils veulent, au moment où ils le veulent, où ils le veulent, à l'endroit où ils sont, peuvent accéder à des cours formels donnés par les meilleurs professeurs d'université du monde. Ça veut dire qu'il y a 19 millions de personnes connectées à ces cours en ligne maintenant, avec les inconvénients dont on a parlé avec Gilles tout à l'heure. Donc je crois qu'il faut qu'elle explique à son patron ce que c'est qu'un MOOC, et peut-être qu'on en mette sur les intranets. Et moi, je suis pour des mini-MOOC, tu le sais, puisque tu as été le voir. Je pense que des profs, des écrivains, des auteurs, Gilles Babinet, lui par exemple, ou des auteurs qui font partie du groupe de FCE, devraient faire des mini-MOOC. C'est-à-dire quand on sait quelque chose, qu'on a fait des conférences, qu'on a donné des cours, mettre gratuitement à la disposition des gens tout notre savoir-faire, à condition d'aller le rechercher sur Internet et être capable de le faire. Gilles, un complément peut-être ? Non, je suis tout à fait d'accord. Je crois que le système ne fonctionne plus. Hein. Il faut bien comprendre, on n'a plus le moyen d'exprimer qui on est actuellement. Et il y a une distorsion entre la formation, l'offre et la demande en matière de travail. Et cette distorsion peut être parfaitement résolue par les outils numériques, mais on n'en a pas le début du commencement aujourd'hui, et notamment parce que il y a une mainmise sur ces systèmes institutionnels qui essayent de faire perdurer un modèle qui est celui de la seconde révolution industrielle, qui est totalement dépassé. Plusieurs questions que je ramasse en une, avec Farine, Solène et Greg ne m'en voudront pas. Le diplôme est-il voué à mourir ? Comment faire évoluer le recrutement qui ne jure que par le diplôme ? Et finalement, est-ce que les certifications que l'on obtient à la fin de ces MOOC seront-ils des lignes à mettre sur les CV ? Est-ce que le système est prêt ? C'est la même chose que ce qu'on vient de dire. Hein. Encore une fois, le système ne fonctionne plus. Il y a toute une réflexion sur la certification des MOOC actuellement, notamment la fondation Mozilla qui essaie de créer des badges qui seront certifiés, qu'on pourra mettre partout sur Internet, sur LinkedIn, ailleurs, etc. etc. Mais je crois que le système français est particulièrement rétrograde. Et là, je suis désolé, je ne peux pas être autre chose que critique, parce que je crois que ça crée énormément de souffrance. Et je suis assez scandalisé de voir ce marché du travail, de la formation, qui est entre les mains de gens qui ne comprennent pas les caractéristiques intrinsèques de cette nouvelle civilisation dans laquelle nous rentrons. Alors, juste une petite précision concernant le diplôme reconnu par des entreprises ou non. J'ai assez longuement discuté avec Daphné Koller, qui était à Davos l'année dernière, et elle m'a convaincu que des entreprises maintenant engagent des gens sur évaluation MOOC. C'est-à-dire que Coursera permet de quantifier de groupe à groupe ce que les gens ont appris, et ça fait suffisamment confiance, et ce mot est important, à des entreprises pour se dire, bon, ok, il n'a pas un MBA de Harvard, mais ces personnes ont suffisamment de degrés mesurés par les autres pour que je l'engage.
Il y a une question sur le chat, sur le site bva.fr. Une question de Titien. Les MOOC semblent réservés à des élites déjà formées. Comment démocratiser cet accès à l'enseignement? Là, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, du clivage numérique, finalement. Qui veut répondre à Titien? Ouais, alors, je ne sais pas si la question constitue... Enfin, si c'est de savoir comment on va chercher des gens qui n'ont pas, par exemple, de baccalauréat ou... comment est-ce qu'on fait... Enfin, la question pour moi, c'est un peu comment est-ce qu'on fait 42 en MOOC. 42, c'est l'école de Nîmes. 42, c'est l'école de Xavier Niel où on n'a pas besoin d'avoir le bac pour rentrer et qui a provoqué les émois, notamment du système traditionnel, qui a passé un savon à Quam, à Nicolas Sadirac, en leur disant « mais vous n'avez pas le droit de faire ça ». Et on leur dit « mais nous, on est privés. La seule chose qu'on vous demande, c'est de faire en sorte que nos élèves puissent bénéficier d'une mutuelle étudiante ». Et c'était la seule force. Comment faire un 42 en MOOC? Exactement. Et c'est ça. Faisons-le. Ouais. Alors, c'est une réflexion qui n'a pas échappé aux gens de 42 et qui réfléchissent effectivement actuellement. Faisons-le. Ah oui, avec avec plaisir. Moi, je fais avec toi, avec plaisir. Voilà, on vient de faire un deal. Ça y est, il y a un deal qui vient d'être signé. La réponse est donnée. Voilà une discussion très constructive. Dernière question, une question également sur le chat, une question de Barbara. Qui va payer pour ces aménagements numériques? C'est une question très très large, mais finalement on aborde le qui paye. C'est bien beau de tout changer. Je m'excuse, c'est une question qui me rappelle les débuts d'Internet. Quand on disait qui va payer pour Internet et pour les réseaux, Barbara, je suis désolé d'être un petit peu cynique dans ma réponse. C'est des vieux réflexes, un petit peu normal. C'est des vieux réflexes, c'est normal. Finalement, comment Internet s'est payé lui-même? La réponse est dans la question. Gilles est d'accord. Alors messieurs, nous avons un petit jeu, c'est le jeu du mot de la fin. Cette émission touche vraiment à sa fin, il nous reste quelques minutes. Vous avez 1 minute chacun pour conclure. 1 minute, un petit peu moins, un petit peu plus, si vous le souhaitez bien sûr. Joël. Alors 1 minute de conclusion, on revient sur la relation humaine, le lien social dans l'écosystème numérique. Et moi j'aimerais revenir dessus pour dire que le plus important, à mes yeux, pour réussir ce futur de l'éducation systémique dans l'écosystème numérique, c'est la capacité à exercer de la sagesse. Et pas seulement de donner plus d'informations. Je pense que le plus d'informations, on saura l'écrémer, le filtrer, le retrouver grâce à des moteurs de recherche de plus en plus puissants qui vont être des moteurs de recherche contextuels. Il y a déjà des profs qui critiquent leurs élèves parce qu'ils vont chercher des informations sur Google. Au contraire, on devrait aider à faire les devoirs en allant chercher ces informations sur Google. Et le futur de Google va être un futur complètement différent dans la mesure où les recherches vont être contextuelles en fonction des questions que vous aviez posées peut-être il y a 1 an et de votre état d'esprit comportemental du moment. Donc, en un mot, oui à plus d'informations, oui à plus de sagesse et plus d'informations filtrées. Moins d'informations, plus de sagesse, plus de liens humains, plus de liens sociaux. Gilles, pareil, même exercice. Alors, moi, il y a quelque chose qu'a dit Joël qui, je crois, est fondamental et il me semble essentiel, c'est la notion de confiance. Hier, j'étais dans une conférence au Conseil économique, social et environnemental avec beaucoup d'institutionnels et qui ont débattu pendant 1 heure, 1 heure et demie des risques, des dangers, de la nécessité de réguler, toutes ces choses-là. Et c'est pour moi l'expression de la société de la défiance qui nous tue tous les jours. Et je crois que certes, il y a des risques et on ne les nie pas, mais aussi c'est quand même avant tout une opportunité extraordinaire de transmettre du savoir, de transmettre de la connaissance, de rentrer dans un monde nouveau qui corrige tout un tas de défauts qui préexistaient. Et je crois que nous devons absolument communiquer ces notions-là. Et moi, ce que je dis à chaque fois que je fais une conférence, c'est vous êtes les personnages les plus importants parce que à chacun d'entre vous, le message de passer, de diffuser, la nécessité de verser dans ce nouveau monde. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est pas en ayant une personne qui dise tout d'un coup, bon ben voilà, on va y aller. C'est une révolution qui doit venir du crowd, de la multitude qu'on représente tous. Et je crois qu'on ne réalise jamais combien notre voix, et particulièrement la voix de gens qui sont très présents dans le monde du numérique, est puissante. Et j'ai vraiment une invitation que je vous fais, c'est dites-le, dites ce que vous croyez, dites ce que vous pensez nécessaire.
Si ce débat vous semble à certains égards pertinent, communiquez ces idées et c'est comme ça finalement on réussira à transformer notre société pour verser dans cette nouvelle civilisation. Soyons des conspirateurs positifs, comme le dirait Mathieu, qui est dans la salle. De l'Institut des futurs Parce qu'au spectacles. pire, ça Mathieu marche. Baudin. Parce qu'au pire, ça marche. Véronique, pour Merci. première Oui. conclusion. Alors moi, je remercie nos invités d'avoir participé à cette émission qui était passionnante. Et puis, je rappelle les titres de vos livres. Donc, Joël de René, Surfer la vie. Donc, la caméra. On la voit. Comment survivre dans la société fluide, qui est paru chez LLL, Les liens qui libèrent. Et puis Gilles Babinet, L'ère numérique, un nouvel âge de l'humanité. 5 mutations qui vont bouleverser votre vie, chez Le Passeur. Toujours en vente. Il vient de sortir d'ailleurs le vôtre, je crois. Alors je l'ai lu, c'est passionnant. Je vous recommande les 2 ouvrages qui sont vraiment en lien avec notre émission de ce soir. Très très intéressant. Merci également à BVA, notre partenaire, qui est également partenaire stratégique du forum Changer d'air, qui se déroule à la Cité des Sciences le 5 juin prochain, avec Gilles Babinet et Joël de René d'ailleurs, qui seront présents. Merci à l'équipe du Cube qui nous a reçus dans ses studios et qui nous recevra à nouveau dans quelques mois. Et puis merci aux internautes et bonne soirée. Merci beaucoup, merci Véronique, merci messieurs, merci au Cube, donc Véronique l'a dit, merci à BVA, merci au Dialogue Stratégique, à Triple C, les coproducteurs de cette émission, merci à la JD Carré, un air de chat pour leur soutien technique. Nous vous donnons rendez-vous dès à présent sur le site pour aller plus loin. D'ici 3 jours, vous pourrez retrouver toute cette émission séquencée. Vous pourrez cliquer sur la séquence qui vous intéresse en particulier. Vous aurez les ressources. Vous aurez tout ce que vous avez vu ce soir. Vous avez rendez-vous également le 22 mai prochain pour un rendez-vous du futur spécial Forum Changer d'air. C'est un pont entre l'émission qui est organisée ici au Cube tous les 2 mois, qui explore le futur avec des personnalités de tous les horizons. Émission parrainée d'ailleurs par Joël de René. Et donc une émission spéciale sur le forum Changer d'air et le 5 juin prochain pour vivre en direct cette journée du second forum Changer d'air en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie et en direct sur forumchangerdair.fr, sur bva.fr, sur agoravox.fr, sur lecube.fr également, chez vous quoi. À bientôt, à tout de suite, merci beaucoup.